Du cinéma maintenant, en un an et demi, 2 films de cinéma sur l'esclavage sont sortis en France pour traiter justement de cette période de l'histoire des colonies françaises du 18e et 19e siècle. Ni chaîne ni maître en 2024 et Fursi, né libre, sorti cette semaine. C'est le 2e film d'Abdel Malik, qui est notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avant de commencer cette conversation, on va regarder un extrait de cette bande-annonce et on revient vers vous. Très bien. Fursi, né libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes. Mais j'ai le droit de circuler librement. Fallait demander au procureur du roi. Silence. Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années. Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier. Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga. Fursi se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté. Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice. Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble. Voilà, c'est un meuble, c'est ce que dit le Code noir. On va y revenir. D'abord, on l'a vu, Abdel Malik, nous sommes au 19e siècle, sur l'île Bourbon, appelée aujourd'hui l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. C'est l'histoire de Fursi, un esclave qui découvre qu'il ne devrait pas l'être. Il est libre, en fait. Mais évidemment, ce n'est pas si simple. Il va devoir batailler pour faire admettre sa condition. Expliquez-nous. En fait, quelqu'un qui est considéré comme un esclave, et lorsque sa mère meurt, il découvre qu'elle cachait, qui a appris, et lui-même a appris à lire et à écrire en cachette, parce qu'évidemment, pour un esclave, il était illégal que de savoir lire et écrire, d'être instruit. Et quand sa mère meurt, donc il découvre qu'elle cachait des documents, et parmi ces documents, il y a un acte d'affranchissement. En fait, elle est libre. Donc si elle était libre, lui est libre. Donc il prend les documents, il va au tribunal et il va porter plainte contre son maître. Et là commence pour lui presque 30 ans de galère. Et nous, c'est cette histoire qu'on raconte. Et moi, ce qui était intéressant dans raconter cette histoire, c'était aussi le fait de dire que finalement, s'il n'avait pas su lire et écrire, rien de tout ça n'aurait été possible. Donc c'était aussi le fait de parler de l'éducation comme moyen de transcender sa condition véritablement. Ouais. Et là, tout le système judiciaire va quand même se liguer contre lui. Oui. Est-ce qu'en fait, son crime, ce n'est pas surtout de s'être rebellé contre l'ordre établi, contre le droit colonial? D'une certaine manière. De quel droit ose-t-il faire ça? Mais la réalité, c'est qu'il ne voulait pas remettre en cause le système. Il n'était pas en train de dire « je lutte contre l'esclavagisme », etc. Il lui dit très bien, votre système, mais moi je suis né libre. Alors qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là... Vous voyez comme une démarche personnelle. Au départ, ça commence comme ça. Lui, il n'y va pas en disant « je vais me battre contre l'État colonial et esclavagiste ». Non, lui, il va pour faire valoir son droit. C'est que, très bien, votre système, mais moi, je suis un homme libre. Et donc, à partir de là, et petit à petit, en fait, il se rend compte que son histoire individuelle, ça va plus loin que ça. Et in fine, il comprend que sa démarche est personnelle, mais aussi symbolique, qu'elle porte quelque chose. Et en même temps, on est à un tournant civilisationnel. On entend de plus en plus les abolitionnistes. Il y a les tenants d'un ancien monde, je dirais. Il y a des choses qui sont en train de se passer. D'une certaine manière, lui est le symptôme de cette époque compliquée. Ouais. Vous l'avez dit, son salut vient du fait qu'il est instruit, déterminé et organisé. C'est son salut, mais c'est aussi ce qui aurait pu causer sa perte. En quoi la réalité de Fursi trouve-t-elle un écho très contemporain, en fait? À plusieurs égards. D'abord, ce que je trouvais intéressant, c'est notamment dans les différentes plaidoiries. À un moment donné, dans le film, on évoque la loi du sol libre, c'est-à-dire cette idée qui voulait que lorsqu'un esclave mettait les pieds en France métropolitaine, comme on disait à l'époque, en France hexagonale en tout cas, il était libre de fait. Et quand on demandait en fait d'où venait cette démarche, il répondait que c'était l'esprit français et chrétien qui obligeait. Et moi, je trouvais assez ironique en travaillant dessus que finalement aujourd'hui, des personnes se réclamant de l'esprit chrétien et l'esprit français veulent abolir le droit du sol, par exemple, aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant que, en réalité, qu'est-ce que ça nous disait? Qu'il s'agit vraiment... Si on a envie de véritablement de faire peuple, de faire nation, on doit aller dans l'obscur de cette histoire, on doit comprendre cette histoire. Et pour comprendre cette histoire, en fait, il faut la raconter. Et en la racontant, il y a plein d'idées reçues qu'on a aujourd'hui qui disparaissent. Et puis toute cette idée que finalement l'esclavagisme et le capitalisme fonctionnent main dans la main, sont presque nés en même temps. Le premier produit, entre guillemets, mondialisé, c'est l'esclave, etc. Donc,
si vous voulez, toutes ces passerelles-là me faisaient dire qu'en fait, en parlant de ce moment-là, on parlait aussi d'aujourd'hui. Abdel Malik, très rapidement, on perd un peu de vue la fraternité aujourd'hui? Ben, justement, ce qui m'intéressait aussi, c'était... Parce que, quoi qu'on en dise, ce film, en fait, c'est une lettre d'amour à la France. C'était aussi pour parler des valeurs et des principes de la France. Être français, c'est pas une couleur de peau, c'est pas un sexe, c'est pas une religion. C'est le fait d'adhérer à des valeurs et des principes. Et l'amitié entre Fursi et Gilbert Boucher, le procureur, son avocat qui va se saisir, et ben pour moi, ça incarne cette idée de fraternité. Voilà un homme qui dit la justice, le droit dit que l'esclavagisme est légal. Moi, je dis non, je vais aider cet homme. Et pour moi, ça, c'était intéressant. Ça s'est fait par étapes aussi. Mais enfin, ça s'est fait par étapes, bien sûr, mais là, on résume. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que même si Fursi impulse cette histoire, il n'est pas à côté de son histoire, c'est lui qui fait avancer son histoire. Néanmoins, il y a des amitiés, notamment celle avec Gilbert Boucher et aussi des abolitionnistes, qui fait qu'il a pu avoir gain de cause. Et ça nous dit quelque chose sur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit être capable de créer des amitiés, des solidarités, finalement, pour être des défenseurs de la démocratie, pour être des défenseurs des valeurs qui sont les nôtres. À ce moment de cette conversation, Abdel Malik, on s'arrête un instant, on va replonger dans votre film et on revient vers vous. Très bien. J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai. Je ne vous abandonnerai jamais, Fursi. Je mène ici la guerre des papiers, ces pièces avec un tampon qui sont les seules preuves de la justesse de mon combat. Tout est organisé pour maintenir ce système en place. Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux. Pardonner? Après toutes ces années de souffrance et d'injustice? On a été esclave, on l'est toute sa vie. Peut-on renoncer à sa liberté? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain? Alors venons-en au Code noir, c'est très en filigrane. Il a été adopté en 1685, rédigé par Jean-Baptiste Colbert, ministre français des colonies. C'est le document qui codifie la condition de l'esclave noir en tant que bien meuble. Ça détaille les tortures, ça verse en cas de désobéissance. Un texte qui n'a toujours pas été abrogé aujourd'hui en 2026, 178 ans après l'abolition officielle de l'esclavage en France. Comment l'expliquez-vous ? Ben, je l'explique par le fait que on peut, nous autres en France et en Europe notamment, on peut être dans une attitude de déni par rapport à tout ça. Et je pense que précisément ce trauma, le trauma de l'esclavagisme, du colonialisme, en fait touche les descendants évidemment des esclaves, mais touche aussi les descendants des colons. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas regarder en face. Et de mon point de vue, c'est là où se situe l'enjeu de notre siècle, c'est-à-dire que la capacité qu'on aura à éclairer toutes les histoires sombres de notre histoire collective pour précisément qu'on puisse véritablement faire peuple, pour que précisément on puisse faire nation. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ce qu'on essaye de faire nous en tant qu'artistes. Et voilà. Très rapidement, parce qu'il ne nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Il y a un album qui accompagne aussi ce film. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de... Ce qui était important, c'est que la musique joue un rôle important. Et pour nous, les poètes d'aujourd'hui, que sont les rappeurs, finalement ont toujours parlé de liberté, de justice, etc. Donc c'est véritablement en phase. Il y a ces médiums qui dialoguent entre eux sur des thématiques qui sont essentielles et importantes. Donc nous, on a fait cet album qui s'appelle Fursi Héritage, qui précisément traite de ces thèmes-là avec les rappeurs de l'ancienne génération, de la nouvelle génération. Aujourd'hui, on est tous ensemble en avance. Merci à vous. Ce film rassemble Makita Samba, Romain Duris, Vincent Macaigne, Anna Girardot. Merci Abdel Malik d'être passé par notre journal Afrique sur TV5. Merci de m'avoir reçu.